tous les combattants sont-ils réellement dopés? Si vous suivez cette chaîne un minimum, vous avez dû vous rendre compte que j'ai très souvent critiqué votre soi-disant GOAT en la personne de John Jones, tout simplement parce que on dit que c'est le plus grand athlète de MMA de tous les temps, mais que ça ne fait aucun sens selon moi parce que c'est l'un des combattants qui s'est le plus fait attraper pour avoir utilisé des produits dopants et donc que l'on ne peut pas le considérer comme naturel. Mais la majeure partie du temps, je me suis rendu compte que lorsque je vais faire des vidéos dans lesquelles je vais vous parler de ça et que je vais poser ce fait sur la table qui montre que selon moi, John Jones ne peut pas être considéré comme le GOAT d'un sport parce que pour être considéré comme le GOAT d'un sport, il ne faut pas que tu triches pour faire ce sport, il faut que tu sois naturel en faisant ce sport, tu vois. Mais la majeure partie du temps, comme je le dis, à chaque fois que je vais te donner cet argument, il y aura toujours quelqu'un qui va venir me dire dans les commentaires: ouais, mais bon, comme Nate Diaz l'a dit, tout le monde est dopé. Alors, est-ce que tout le monde est vraiment dopé à l'UFC? Je sais que l'intro était plutôt longue, mais on va pas perdre de temps et on va directement entrer dans le sujet. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je te conseille fortement de t'abonner à la zone parce que, à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, Francis Ngannou va venir chez toi à 2 h du matin pour te faire le coup du marteau. Donc, on va commencer par un petit peu l'histoire. Alors, l'USADA, qui est la United States Anti-Doping Agency, ou dans la langue de Molière, l'agence anti-dopage des États-Unis, c'est l'organisme qui régule tout simplement tout ce qui est par rapport aux tests de dopage et tout ça par rapport à l'UFC, tu vois. Et donc, cette organisation, elle a signé un deal et donc elle est devenue partenaire avec l'UFC en 2015. Et lorsqu'elle est venue directement, elle a commencé à mettre ses bases, tu vois. C'est un peu comme quand ta copine emménage chez toi. Dès qu'elle vient, elle instaure ses règles. Alors, ce que l'USADA a fait, c'est que dès qu'elle est venue à l'UFC, elle a vraiment fait en sorte de dégager les cas les plus évidents comme des combattants comme Alistair Overeem ou Brock Lesnar, que eux, clairement, à vue d'œil, ça pouvait se voir qu'ils se chargeaient littéralement comme des chevaux. Et l'un des trucs qui fait que j'ai vraiment jamais beaucoup mis en doute l'USADA, c'est tout simplement que, selon moi, leur système, avant que je commence à faire des recherches, bien évidemment, mais selon moi, leur système, il était vraiment infaillible, tu vois. C'est en mode, lorsque tu es dans le pool de l'USADA, ça va faire que, à n'importe quel moment de l'année, genre littéralement, à n'importe quel moment de l'année, n'importe où, ils peuvent juste débarquer sans te prévenir et te faire un test de dopage. Et donc là, moi, je me disais que, bah, genre, comment tu vas échapper? Genre, comment est-ce que tu vas pouvoir anticiper, genre, une visite que l'on ne te prévoit même pas? Et les combattants, ils se font tester en moyenne, je précise bien en moyenne 5 fois dans l'année. J'ai bien dit en moyenne parce qu'il y a des combattants qui se font tester bien plus et des combattants qui se font tester bien moins. On va revenir sur cela un tout petit peu plus tard. Pour les combattants qui se font tester bien plus, souvent, ce sont les cas qui sont entre guillemets suspects. Et pour les cas suspects, je peux te parler de combattants qui sont un petit peu comme Paulo Costa, ou Kamaru Usman, ou Israël Adesanya lorsqu'il avait les tétons qui tombaient. Donc tout ça, c'était un petit peu des combattants que l'on pouvait se dire que si tu fais pas attention, ces combattants, il y a moyen qu'ils sont sous quelque chose, tu vois. Et donc là, ce que je viens de t'expliquer en gros et avec des termes plutôt simples, c'est tout simplement la façon d'opérer de l'USADA. Donc maintenant, selon toi, tu pourrais te dire que cette façon, elle est optimale, et genre que les combattants, il n'y a pas moyen qu'ils arrivent à contourner ce système. Mais bien évidemment, les gens ont trouvé des moyens de contourner ce système et c'est ce que je vais t'expliquer là maintenant. Parce qu'un des trucs qui a été prouvé tout d'abord, qui fonctionne très bien contre l'USADA, c'est tout simplement de ne pas vivre aux États-Unis. Ça n'a pas l'air très compliqué. Parce que déjà, un truc qui est vraiment important à comprendre, c'est que l'USADA, leur siège, c'est clairement aux États-Unis, tu vois. Donc pour des combattants qui vivent par exemple au fin fond du Daghestan ou bien qui vivent en Thaïlande ou à des endroits vraiment très reculés, pour eux, parfois ça peut être très compliqué pour l'USADA de tout le temps faire le déplacement, partir les voir, partir et revenir, partir et les trouver, essayer de trouver un bon moment pour les trouver et tout. Et genre c'est ça qui peut parfois être assez compliqué. Alors que les combattants qui sont dans les États-Unis, eux, ils se font tester de manière beaucoup plus fréquente, tu vois. C'est pour ça que il peut y avoir plusieurs doutes sur plein de combattants qui vivent bien loin des États-Unis. Comme le cas de Khabib et de ses amis qui vivent eux vraiment dans le fin fond du Daghestan et qu'il y a vraiment plein de théories qui disent que eux ils sont sous stéroïdes et genre que c'est littéralement l'une des raisons pour lesquelles ils sont vraiment aussi efficaces dans la cage et également pour lesquelles ils préfèrent s'entraîner dans le fin fond du Daghestan à la place de s'entraîner aux États-Unis. Et pour être honnête avec toi, c'est une théorie qui peut se tenir parce que on a vu plein de combattants genre qui viennent de cette zone et qui sont dans le camp d'entraînement de Khabib et tout avoir pop pour des stéroïdes. Même une chose que la majeure partie des gens ils oublient, c'est que Islam il a également pop une fois, même s'il a réussi à justifier cela. N'empêche que Islam a déjà pop une fois, donc il devrait peut-être faire un peu plus d'enquête à ce niveau. Également, Benoît Sardoni, il avait dit que les combattants du Daghestan, genre il y a une bonne partie des combattants du Daghestan qui sont dopés. Un truc important à savoir par rapport à l'USADA, c'est que à chaque fois que tu voyages et à chaque fois que tu te déplaces et quasiment en tout temps, ils vont te demander un truc qui s'appelle tout simplement les whereabouts. Donc les whereabouts, c'est tout simplement ta localisation en fait. C'est juste, ils te demandent où est-ce que tu es à un tel moment
à une telle heure. Ou bien parfois, si tu dois faire un voyage ou n'importe quoi, tu vas partir dans les whereabouts et tu vas dire que tu dois aller à tel endroit pendant telle période. Maintenant, une bonne astuce que les combattants ils peuvent faire parfois, s'ils n'ont pas envie de se faire tester à une certaine période, c'est tout simplement de mentir sur leur whereabouts. Par exemple, si je sais qu'aujourd'hui je dois prendre une substance qui va durer dans mon corps pendant environ 2 jours, mais après ces 2 jours, il y aura plus de traces de cette substance dans mon corps, je pourrais tout simplement mentir dans mes whereabouts. Je pourrais tout simplement envoyer un courriel à l'USADA et leur mentir dans mes whereabouts. En mode, ouais, aujourd'hui je vais devoir aller en Thaïlande et je vais rester là-bas pendant 2 jours avant de revenir. Donc ça va littéralement leur faire comprendre que pendant ces 2 jours-là, ils auront vraiment beaucoup de difficultés à me tester. Et donc ils ne pourront pas me tester pendant ces 2 jours. Et donc là, je leur dis juste ça, et je reste à la maison et je suis tranquille et il ne se passe absolument rien, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment une bonne stratégie que les combattants, ils ont réussi à mettre en œuvre pour pouvoir éviter d'avoir à se faire tout le temps pop et pop et pop par l'USADA. Maintenant, lorsque l'on parle de l'utilisation des produits dopants dans le MMA, il y a une idée fausse qu'il faut que je déconstruise tout de suite directement, tu vois. Cette idée, elle a été un petit peu véhiculée par moi également, il faut que je l'avoue. C'est tout simplement que l'utilisation des produits dopants, c'est pas un truc qui va faire que lorsque tu vas entrer dans la cage, tu vas d'un coup pouvoir frapper plus fort, et genre ça va te donner un KO power de fou. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc, les gens qui pensent que John Jones il a réussi à mettre KO genre tous ses combattants, genre tout simplement parce que les stéroïdes ça lui a donné une force de puissance de fou, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Ça n'excuse pas du tout John Jones. Je le précise, ça n'excuse aucunement John Jones. John Jones, selon moi, jusqu'à présent, ce n'est pas le GOAT parce qu'il a triché, tu vois. Mais la majeure partie du temps, ce que les stéroïdes vont faire, c'est qu'ils vont te donner bien plus d'énergie, genre bien plus d'endurance, bien plus de résistance. Et vu que tu auras bien plus d'endurance et de résistance et que tu te blesseras genre bien plus difficilement, ça va faire que tu pourras t'entraîner le matin, t'entraîner le midi, t'entraîner le soir et t'entraîner beaucoup plus. Tu seras vraiment beaucoup plus constant, tu pourras bien plus t'entraîner, genre tu vas avoir bien plus d'énergie. Et donc le jour du combat, lorsque tu vas venir, tu vas être 10 000 fois plus préparé que ton adversaire. Et donc tu seras bien plus à même de le détruire, tu vois. Maintenant, je vais te présenter tout simplement les substances qui sont utilisées la majeure partie du temps, tu vois. Donc en premier, il y a l'hormone de croissance. Donc l'hormone de croissance, là tu pourrais te dire que c'est peut-être ce que tu vas prendre lorsque tu as envie genre de grandir, si tu fais 1m70 pour monter à 1m90 ou un truc comme ça. Mais la majeure partie du temps, lorsque c'est utilisé à l'UFC, je checkais juste les symptômes. Oui, donc ce que ça va faire, c'est exactement que ça va te rendre plus sec. Donc ce sera bien plus découpé, tu vois. Ça va augmenter ta masse musculaire, donc ce sera plus fort également. Et ça te permet vraiment de résister aux blessures. Et la raison pour laquelle les combattants les utilisent très souvent, cette hormone, tout simplement, c'est très clairement parce que, tout d'abord, elle est difficile à détecter, tu vois. Parce que lorsque tu vas te l'injecter, genre, ça va être difficile pour l'USADA de trouver cette hormone dans ton corps. Et en plus de ça, ça va disparaître en 48 heures maximum. Vraiment maximum, 48 heures c'est le max. Ce qui paraît, parfois ça peut disparaître de ton corps en 4 heures. Et donc ouais, donc c'est pour ça que littéralement les combattants ils vont vraiment très souvent utiliser cette hormone afin de pouvoir avoir de meilleurs résultats dans l'octogone, tu vois. Ensuite on a l'érythropoïétine qui est également appelée EPO. Donc l'EPO, pour la petite anecdote, c'est à cause de cette substance que TJ Dillashaw il s'est fait attraper lors de son combat contre Henry Cejudo qu'il a perdu au passage. Et c'est à cause de cette substance, justement, qu'il s'est fait suspendre de l'UFC pendant 2 ans. Tu vois, ça n'en vaut pas la peine. Genre, là, je te donne le petit conseil avant que tu essayes de commencer à prendre des stéroïdes pour préparer ta future carrière de MMA, tu vois. Ça n'en vaut pas la peine. Maintenant, l'EPO, qu'est-ce que ça fait? Un petit peu comme l'hormone de croissance, ça va te donner bien plus d'endurance. Et ce qui est vraiment important, c'est que si ça te donne bien plus d'endurance, comme je te l'avais dit, genre, pendant ton camp d'entraînement, ça va beaucoup t'aider parce que tu pourras t'entraîner le matin, tu pourras t'entraîner le midi, tu pourras t'entraîner le soir, tu seras bien plus endurant, tu pourras vraiment beaucoup plus t'entraîner, pardon. Et le jour du combat également, tu auras vraiment beaucoup plus d'endurance et tu pourras. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant un combat de MMA, genre, si tu as vraiment beaucoup d'endurance, t'es quasiment bon, genre, que ce soit au sol ou que ce soit debout, genre, si ton endurance ne se termine pas, t'es vraiment bien, genre, bien plus avantagé que ton adversaire, tu vois. Et la raison pour laquelle les combattants l'utilisent aussi souvent que ça également, c'est tout simplement parce que en te l'injectant, tu vois, la majeure partie du temps, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se micro-doser. C'est qu'ils vont s'injecter des petites quantités sur plusieurs jours. Ce qui va faire que cette petite quantité, genre, qu'ils se seront injectés, elle va être super difficile à détecter par l'USADA. Et la majeure partie du temps, ils vont réussir à directement passer sans se faire voir, tu vois. Donc c'est ça le truc par rapport au EPO. Et après ces deux types de substances qui sont utilisées, il y a également les substances de designer. Et la raison pour laquelle on appelle ça des substances de designer, c'est tout simplement parce que, genre, c'est comme si c'est des substances qui sont faites
mais juste sur mesure, tu vois. Et la raison pour laquelle ce genre de substances elles sont quasiment impossibles à attraper par l'USADA, c'est tout simplement parce que, pas l'USADA, genre c'est juste des humains, tu vois. Donc il y a plein de substances qui ne sont pas, genre qu'ils n'ont juste pas encore compris, ou bien il y a plein de substances que ils ne savent juste pas encore que ce sont des substances illégales, ou genre des substances genre qu'ils ont vraiment des difficultés à détecter et tout, tu vois. Et à l'heure actuelle, il y a vraiment beaucoup de combattants qui sont en train d'essayer de jouer de ça. Et avant de terminer la vidéo, j'aimerais parler genre de l'aspect qui est un petit peu le plus drôle, la majeure partie du temps. C'est tout simplement les excuses que les combattants ils donnent après avoir pop pour des stéroïdes. Donc d'habitude, lorsqu'un combattant se fait attraper pour des stéroïdes, il va juste sortir l'excuse la plus banale en mode ouais, en fait, c'est juste que les compléments que j'utilise pour m'entraîner, genre mes compléments alimentaires, ils sont contaminés. Parce que ça existe que parfois il y a certaines traces de stéroïdes dans des compléments alimentaires, peu importe le complément alimentaire. Et donc ça crée un petit peu l'excuse ultime pour tous les gens qui se font attraper, genre. Donc que ce soit du Nate Diaz ou du John Jones ou du Yoel Romero ou Islam Makhachev, ils ont tous sorti cette excuse après s'être fait attraper. Dans le cas de John Jones, c'était un petit peu plus drôle, tu vois, parce que lui, il s'est fait attraper pour avoir utilisé des substances qui remplacent la testostérone, donc vraiment des boosters de testostérone, tu vois. Et on s'est rendu compte même que, après avoir fait des prises de sang sur lui et tout, on s'est rendu compte que il a tellement utilisé une substance qui était censée remplacer sa testostérone et tout, que si on regarde sa testostérone naturelle à lui-même, il en était arrivé au point où il avait le niveau de testostérone d'un homme qui est castré. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est une dinguerie, genre, tout simplement pour que tu comprennes à quel point le taux de stéroïdes que John Jones il prenait, il était juste abusé, tu vois. Bon, en résumé, alors, est-ce que tout le monde est sous stéroïdes à l'UFC? Bien évidemment non, bien évidemment il y a des combattants qui sont naturels, mais un truc que je vais dire par contre, c'est que c'est pas parce qu'un combattant n'a pas pop qu'il n'est pas sous stéroïdes. Et ce qui est flippant, c'est qu'il y a vraiment bien plus de combattants qui sont sous stéroïdes que l'on ne le pense vraiment. Et à la fin de la journée, même si c'est plutôt négatif et tout, je me rends compte que c'est vraiment ça qui met vraiment plus de la lumière sur les combattants, genre qui depuis le début de leur carrière se sont battus contre les stéroïdes et ont vraiment milité contre ça et qui sont restés naturels du début à la fin et qui ont réussi à avoir un meilleur record que votre GOAT John Jones tout en restant naturel du début à la fin. Shout out à Georges Saint-Pierre. Mais bon les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si il y a certains combattants que vous pensez genre qu'ils sont probablement sous substance, ou si vous avez d'autres choses à me dire par rapport à l'utilisation de produits dopants. On pourrait avoir une bonne conversation dans les commentaires. Également, si vous avez envie que je vous fasse plus de vidéos un petit peu de ce type dans lesquelles on parle pas particulièrement d'un combattant ou d'un pronostic ou quoi que ce soit, mais tout simplement on prend un sujet comme celui-ci et on en parle, juste dites-le moi. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la zone pour plus de vidéos et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo la famille. Peace out.